Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de ce journal. Avec de nouveaux cas signalés dans plusieurs régions italiennes, en Espagne et en Suisse, les autorités sanitaires ont du mal à contenir le virus. L'Iran est l'un des pays les plus touchés en dehors de la Chine, avec des centaines d'infections et plus d'une douzaine de décès confirmés. Ces vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent de longues files d'attente pour se procurer des masques. La Corée du Sud est également gravement touchée et le gouvernement américain a déconseillé tout voyage non essentiel dans ce pays. En Chine, où le virus est apparu pour la première fois en fin décembre, les infections ont dépassé 78 000 avec plus de 2500 décès. À l'heure actuelle, l'ensemble de la communauté médicale se prépare à ce que cela finisse par devenir une pandémie. Le coût économique mondial pourrait atteindre 360 milliards de dollars selon un rapport de l'Overseas Development Institute qui avertit que l'Afrique subsaharienne risque de perdre 4 milliards de dollars de recettes d'exportation. Les prix du pétrole et du cuivre sont en forte baisse et les gros exportateurs vers la Chine comme l'Angola souffrent. L'Overseas Development Institute dit que le Sri Lanka, le Vietnam et les Philippines seront les plus touchés. Les scientifiques veulent produire un vaccin contre le virus au plus vite, avec le premier essai humain prévu pour avril. D'ici là, l'épidémie de Covid-19 pourrait être une pandémie complète, avec de graves conséquences pour les systèmes de santé nationaux et l'économie mondiale. Lors du face-à-face mené en direct sur la chaîne CBS News, le sénateur Bernie Sanders, un candidat indépendant du Vermont qui s'aligne avec les démocrates, a été interrogé sur la manière de convaincre les électeurs qu'il ferait un meilleur candidat à même de booster l'économie mieux que le président Donald Trump. Au cours des 3 dernières années, les milliardaires de ce pays ont vu leur richesse augmenter de 850 milliards de dollars. Mais vous savez, cela ne concerne pas l'Américain ordinaire. Ce n'est pas une économie qui fonctionne pour le peuple américain, c'est une économie pour les 1%. Nous allons créer une économie pour tous. Sanders a promis d'élargir le Medicare, un programme d'assurance maladie pour les citoyens américains âgés, afin de le rendre accessible à tous. Mais ses rivaux, y compris la sénatrice du Minnesota, Amy Klobuchar, affirment que les plans de Sanders risquent d'augmenter fortement les dépenses de l'État. C'est 3 fois l'économie américaine, pas le gouvernement fédéral, mais l'ensemble de l'économie américaine. Les opposants de Bernie Sanders ont également déclaré que ses opinions favorables envers des dictateurs de gauche, tels que feu Fidel Castro de Cuba et Daniel Ortega du Nicaragua, seraient des arguments qui pourraient pousser les électeurs modérés et conservateurs dans certaines parties du pays à voter contre lui. Pour rappel, ce face-à-face survient à 4 jours des primaires. L'un des candidats, Joe Biden, qui était autrefois le leader démocrate, espère une victoire dans l'État du Sud. Selon des sondages, M. Biden détient une avance étroite sur le sénateur Bernie Sanders en Caroline du Sud, mais les observateurs disent qu'il est possible que M. Sanders puisse également gagner. Visas spéciaux pour les voyageurs originaires du Nigeria, visas délivrés à l'arrivée pour les voyageurs en provenance de pays membres de l'Union africaine, autant de mesures visant à rendre la première économie du continent africain plus accessible. Pour beaucoup de ressortissants des pays de l'Union africaine, c'est une décision chargée de symboles. Concrètement, elle réduit le casse-tête auquel font face les voyageurs africains dans les aéroports nigérians. À l'arrivée, les voyageurs sont aujourd'hui reçus et conduits dans cette chambre. Ils en ressortent visa en main. J'ai commencé l'application pour ce visa il y a 48 heures. C'était en ligne à partir de mon ordinateur et je n'ai pas eu à me déplacer à une ambassade. Et donc, les processus se sont finalisés ici à l'aéroport d'Abuja. Et je pense que ça m'a beaucoup facilité et j'ai eu le visa dans un record de temps. Le gouvernement fédéral affirme que cette politique nommée NVP 2020 devrait améliorer l'environnement des affaires, attirer les investissements directs depuis l'étranger, stimuler le tourisme et renforcer la position du Nigeria en tant qu'économie clé en Afrique sans pour autant compromettre la sécurité nationale. Mais certains Nigérians ne partagent pas l'idée du gouvernement. Cela n'a rien à voir avec l'économie. En tant qu'économiste, je peux vous dire qu'aucun investisseur n'ira dans une zone de guerre.
Le Nigeria est un foyer de tension actuellement. Aucun investisseur ne peut venir. La politique des visas renforcée du Nigeria, l'une des économies clés de l'Afrique, fait suite de la signature de l'accord de libre-échange continental africain. Un traité visant à établir un marché à l'échelle du continent avec un commerce accru et des mouvements plus libres parmi ses principaux pouvoirs économiques. Seul bémol, le pays a fermé ses frontières avec ses voisins le 20 août dernier. Une situation qui laisse beaucoup de citoyens nigérians sceptiques face à cette annonce. En plus d'un siècle d'existence, le FBI n'a jamais été dirigé par une femme. De même que la promotion d'agent spécial sera rarement accordée à une femme, après la première admise à ce titre en 1922, Alaska Davidson. Il faudra attendre plusieurs décennies, notamment 2015, pour que les femmes parviennent à s'imposer en plus grand nombre et occupent des postes à responsabilité. C'est le cas de Jill Tyson, nommée en 2019 directrice adjointe du bureau des affaires du Congrès au FBI. Mon premier jour de travail, je suis entrée dans cette salle et j'étais la seule femme. J'étais nerveuse, intimidée car toute nouvelle, mais j'ai essayé de canaliser cette nervosité pour la transformer en motivation. J'ai le sentiment d'avoir gagné ma place à cette table, le sentiment que chaque jour je travaille très dur pour m'assurer d'être à cette table. C'est aussi ce qui me motive ici, à faire des discours, à encadrer des femmes plus jeunes, car je pense qu'elles peuvent aussi gagner une place à cette table. Début 2019, plusieurs femmes ont engagé un recours collectif contre le FBI pour discrimination basée sur le genre. L'agence fédérale, qui n'est pas en mesure de commenter les litiges, affirme que la diversité est l'une de ses valeurs fondamentales. Madame Tyson, ancienne procureure ayant occupé divers postes à responsabilité au ministère de la Justice, met un point d'honneur à promouvoir l'égalité des chances. Kerry Farley, chef de section à la division antiterrorisme, agent spécial depuis 12 ans, est l'une de ces femmes. Pour elle, la question du plafond de verre ne se pose pas. En fait, ma nouvelle patronne, c'est la première femme directrice adjointe de la lutte contre le terrorisme. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres de la façon dont les femmes excellent au sein du FBI. Je dirais qu'il y a certains défis à être un agent spécial. C'est de longues heures, c'est varié et cela peut poser des défis à n'importe qui. Mais les femmes ont certainement la possibilité de réussir à tous les niveaux du FBI. En 2019, les femmes représentaient 36% des aspirants au statut d'agent spécial. Au final, elles représentent un cinquième des quelques 13 500 agents du FBI. Les femmes chefs de service et de secteur, qui sont 70, représentaient 24% des cadres supérieurs au 9 janvier 2020. Le bureau pourrait passer la barre des 50% de femmes agents spéciaux d'ici à 2030 si la politique actuelle d'embauche se maintient dans le temps. En attendant, il ne reste plus qu'à encourager ces dernières à relever l'un des défis les plus ardus qui soit, celui de croire en l'égalité des chances. Noéla Alubunda, 24 ans, est graphiste. Un métier où les femmes sont peu représentées en RDC. C'est après avoir gagné un concours alors qu'elle était encore étudiante à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa que la jeune femme a eu ses premiers clients. Avec un tel engagement dans le développement de sa carrière, on pourrait imaginer que se marier ou fonder une famille soit tout à fait secondaire pour Noéla. Il n'en est rien. En tout cas, le mariage pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est avoir quelqu'un qui va vraiment me booster à aller très loin dans ce que je veux faire. Le carrière, c'est quelque chose de merveilleux, mais il ne faut pas oublier que le mariage, c'est aussi très important pour une femme surtout. Puis déjà, étant une Africaine, on a cette valeur, on a ça en nous. Jean Lumbala est thérapeute. Depuis plus de 10 ans, il accompagne des individus et des couples, et pour lui, les jeunes femmes comme Noéla sont la norme. Pour constituer un nouveau foyer, pour avoir un compagnon, pour avoir des enfants, parce que ça fait partie du système. Toutes les générations, j'aurais dit oui, dans le sens où, malheureusement, vous les femmes, vous êtes prises par les obligations biologiques. L'histoire des parents joue aussi un rôle dans le choix des femmes. Mira Dunoyer-Wagenende a grandi sans son père et par intermittence avec sa mère, ce qui, nous dit-elle, a influencé son rapport au couple.
Je pense que si je n'étais pas chrétienne, je n'appuierais pas les mariages. Et ce qui m'énerve, c'est le fait que les mamans arrivent à un certain temps où elles disent « je reste avec mon mari pour mes enfants ». Moi, je ne voudrais pas vivre pour eux, je ne voudrais pas rester dans un truc où je ne suis plus heureuse, quoi. Qu'elles pensent comme Noëlla que le mariage est indispensable à leur bonheur ou qu'elles considèrent avec Mira qu'il est une option, le mariage reste un objectif pour une majorité écrasante de jeunes Congolaises que nous avons interrogées. Avec ce plus que leur grand-mère n'envisageait pas, leur épanouissement au sein de ce mariage doit faire partie du contrat. Anastasie Tudièche, VOA Afrique, Kinshasa. Bonsoir John et bonsoir à tous. Vous le disiez en titre, Stephen Curry va effectuer son retour en championnat NBA dimanche contre les Washington Wizards. Après 4 mois d'absence pour blessure, la star des Golden State Warriors s'est blessée contre Phoenix le 30 octobre dernier, victime d'une fracture à la main. Il s'est entraîné pour la première fois avec ses coéquipiers le 22 février. Les Warriors, sacrés champions NBA en 2015, 2017 et 2018, affichent le pire bilan du championnat cette saison avec seulement 12 victoires en 56 matchs. En plus de Curry blessé, ils ont perdu Kevin Durant qui a rejoint Brooklyn à l'intersaison, de même que Klay Thompson qui ne jouera pas cette saison à cause d'une blessure au genou. En tennis, la star russe Maria Sharapova a annoncé sa retraite. Tennis, je te dis adieu, et a écrit la russe de 32 ans. Après 28 ans et 5 titres du Grand Chelem, je suis prête à gravir une autre montagne sur un terrain différent, a lancé l'ancienne numéro 1 mondiale, dont la carrière a été entachée par une suspension de 15 mois pour dopage au printemps 2016. Maria Sharapova, redescendue au 373e rang mondial, reste sur 4 défaites consécutives, dont des éliminations au premier tour de l'US Open en 2019 et de l'Open d'Australie en 2020. Son dernier match, elle est l'une des rares championnes à avoir remporté les 4 tournois majeurs, Wimbledon en 2004, l'US Open en 2006, l'Open d'Australie en 2008 et Roland Garros à 2 reprises, 2012 et 2014. Football, pour finir, suite et fin des matchs allés des 8e de finale en Ligue des Champions ce soir, tout à l'heure. À 20h, temps universel en Europe, le Real Madrid, qui reçoit Manchester City en 8e aller, espère éviter l'humiliation d'une nouvelle élimination à ce stade de l'épreuve face à des Citizens désireux de retarder leur au revoir à l'Europe. Le Real retrouve un de ses meilleurs ennemis, Pep Guardiola, désormais entraîneur des Citizens. Le Catalan n'a plus affronté le Real depuis 2014 et une gifle reçue en demi-finale de cette même Ligue des Champions, alors qu'il entraînait le Bayern Munich. Défaite 1-0 à l'aller, 4-0 au retour. Dans l'autre match de la soirée, Lyon reçoit la Juventus au Turin dans l'un des duels les plus déséquilibrés de ces 8e de finale. Voilà, on s'arrête ici pour les sports. On se retrouve demain. Au revoir. Les empires du Ghana, du Mali, les Songhai et les Bambara ont laissé une culture artistique extrêmement riche dans la région du Sahel. Du textile aux statuettes équestres, en passant par les confections en or et en argile, pour la première fois, une collection de plus de 180 objets met en lumière l'héritage visuel d'une région où la tradition orale dominait. Alissa Lagama, conservatrice au Met, nous parle de l'importance de cette exposition unique en son genre. Le Sahel a une histoire profonde qui a fait l'objet de nombreux écrits rédigés par d'éminents historiens à travers les générations. Ils ont fait le récit d'une histoire incroyablement importante, mais à ce jour, elle n'a jamais été fusionnée avec la culture visuelle qui a été produite au cours d'un millénaire. Je voulais donc essayer de donner vie à cette histoire à travers les œuvres d'art originales qui ont survécu l'épreuve du temps dans la région. Mohamed, un doctorant sénégalais de l'université Cheikh Anta Diop, est sur place dans le cadre d'un programme d'échange de 4 mois focalisé sur cette exposition. Son objet préféré de toute la collection est un pectoral en or originaire du Sénégal, un véritable trésor national. Il nous explique la place prépondérante de l'or dans l'histoire du Sahel. L'or, on peut carrément dire que c'est un des éléments fondamentaux qui ont fait l'histoire de l'Afrique. Pourquoi ? Parce que dans les grandes phases de l'histoire de l'Afrique, on voit souvent l'histoire des empires revenir tout le temps. Et les documents, les sources, donc à partir desquelles on apprend donc l'histoire de ces empires-là, il y a les sources arabes qui reviennent. Et dans ces sources arabes-là,
il y a toujours une répétition de la présence de l'or, de l'importance de l'or, donc à tous les niveaux de la société. Juste l'exemple de Mansa Moussa, donc comme il y a une carte qui se trouve dans la galerie. C'est à partir donc, de cette carte-là qu'on a vu l'image de Kanka Moussa donc, tenir une boule en or comme ça, avec sa couronne et son sceptre, donc pratiquement décoré d'or. À travers ces différents objets, dont la plupart datent de l'Empire du Mali, on assiste aux étapes transformatrices du Sahel, telles que l'ascension et la chute des dynasties, et l'arrivée de l'islam qui est visible dans l'évolution des tenues vestimentaires et des manuscrits en arabe. Pour Lindsey Brown, le sentiment le plus manifeste de cette exposition est la spiritualité à travers l'art. Pour moi, cela représente une excursion transcendantale dans un monde spirituel à travers les images et le son. Je pense bien que cela, c'est que nous essayons de voir, de vivre. C'est un saut du matériel au spirituel. La façon dont cela est présenté me plaît beaucoup. Selon Wendy Nelson, cette exposition est une découverte entière, puisque c'est la première fois qu'elle entend parler du Sahel. Je pense que c'est incroyable. Il y a toutes sortes de figurines et d'objets différents que je n'ai jamais vus auparavant et ils semblent provenir de musées du monde entier. Je ne connaissais rien à l'art de cette région d'Afrique et c'est vraiment extraordinaire. J'aimerais y aller et voir d'où cela vient. Maintenant que j'ai vu à quoi cet art ressemble, c'est tout simplement merveilleux. Au-delà de la spiritualité et de l'émerveillement, c'est l'authenticité de ce voyage ouest-africain en plein cœur de New York qui rend cette exposition sur le Sahel à la fois singulière et majestueuse. Dile Diko, VOA Afrique, New York. Et c'est avec ces images qu'on se quitte. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui l'ont préparé et à vous d'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, excellente soirée à toutes et à tous. ukakhala panchito ulova umakodola chibwana chimalanda ukakhala pabanja umbeta umaitana. Le FBI tend à se faire